Public Sénat, en partenariat avec l'AFP, Les Échos, Radio Classique, présente... François Bayrou, le président du MoDem et le maire de Pau, est l'invité de l'épreuve de vérité. Bonsoir, monsieur Bayrou. Bonsoir. Et merci d'être avec nous, donc présent à ce rendez-vous que vous a proposé Public Sénat avec l'AFP, avec Les Échos et Radio Classique. Et nous sommes à 26 jours maintenant du premier tour de l'élection présidentielle. Vous répondrez à 3 grandes questions entre affaires et défiance. Cette campagne qui exacerbe le ras-le-bol des Français, est-elle un danger ou est-elle définitivement pourrie, vous demandera Jean-Francis Pécresse. Deuxième question, Emmanuel Macron, avec qui vous avez donc conclu une alliance, est-il le dauphin de François Hollande, selon le mot de François Fillon hier soir? Question que vous posera Déborah Claude. Enfin, quelle majorité législative pour Emmanuel Macron? Quelle serait donc cette majorité centrale que vous appelez de vos voeux depuis si longtemps? Vous répondrez à Michael Zamès, mais d'abord une toute première question d'actualité. La journée morte en Guyane, comment est-ce que vous jugez le retard à l'allumage du gouvernement qui donc tarde encore à envoyer des ministres ou un ministre? Pour moi, le gouvernement ne peut pas se contenter d'observer de l'extérieur ce qui se passe en Guyane. Il y a des ministres, il y a un ministre de l'Outre-mer au moins. Il y a d'autres ministres qui sont en situation de responsabilité. Leur place est sur le terrain. Et l'idée qu'on attend que ça se décante, que ça bouge, cette idée-là n'est pas la bonne. Je veux rappeler que dans des circonstances semblables, il y a 20 ans, j'étais ministre de l'Éducation. Les étudiants, les enseignants, une très grande partie de la Guyane était en mouvement, en ébullition. Il y avait des barricades. J'ai pris un avion, je suis parti et les décisions nécessaires ont été prises et ça a réglé la question. Et donc pour moi, et c'est d'ailleurs un souvenir intéressant, précieux, que je partage avec les Guyanais. Puisque ça a été la décision de création du rectorat de la Guyane. Et donc pour moi, il est nécessaire, il est indispensable que le gouvernement prenne ses responsabilités. Il est là pour ça. Si vous avez des ministres, si vous avez un gouvernement, c'est pour ne pas laisser les situations se dégrader. Est-ce que vous-même, vous comprenez la colère des Guyanais aujourd'hui? Et est-ce que vous soutenez leur mouvement? En tout cas, je comprends. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui est frappant pour les Guyanais et en Guyane? D'abord, un décalage immense entre la plateforme spatiale, la plus haute technologie, évidemment un univers clos, protégé, et puis le reste de la Guyane qui est en retard de développement. Il n'y a pas de région en France où le manque d'écoles soit aussi cruel qu'il est en Guyane. Ce que j'allais vous dire, il y a de nouveau des revendications à la matière aujourd'hui. À juste titre, qu'est-ce que ça coûte de construire des écoles? Il n'y a pas besoin de chauffage en Guyane. Hein. Donc c'est tout à fait plausible de vous dites que ce département peut encore être sauvé. Ce département peut encore être poussé vers son développement. Et pas forcément en ouvrant le robinet à subvention publique. Non, il suffit d'avoir des esprits pratiques et des politiques qui soient des décisions fortes. D'accord, mais alors vous demandez bien sûr la présence sur place de ministres, on l'a entendu, mais est-ce que le gouvernement n'est pas piégé aujourd'hui avec ces revendications qui arrivent, cette flambée de revendications, alors qu'il y a le piège du calendrier, tout simplement, du calendrier électoral? Le gouvernement, sans doute, est piégé parce qu'il n'a pas pris les choses à temps. C'est-à-dire que François Hollande n'a pas tenu ses promesses car il avait présenté un plan d'avenir. On a fait des promesses et comme toujours, les promesses se sont perdues dans les sables. Et pardon, si vous me permettez d'élargir cette réflexion. Je disais ça hier soir au conseil municipal de Pau. Le principal problème de l'action publique en France, c'est qu'on décide et qu'on ne fait pas. Et pour moi, le principal enjeu, j'ai écrit un livre sur ce sujet qui s'appelle Résolution française, le principal enjeu, c'est que non seulement on parle, non seulement on décide, mais qu'on s'occupe de l'application et de l'exécution, qu'on raccourcisse le délai entre l'annonce et la réalisation. Et en France, en partie par des procédures inadaptées,
en partie parce que les politiques sont, d'une certaine manière, soumis à leur administration. L'administration a beaucoup de vertus, je suis un défenseur de l'État, mais vous comprenez bien que les rythmes de l'administration ne sont pas les rythmes de la vie ordinaire, ne sont pas les rythmes de la politique. Et pour moi, un politique, c'est fait pour, ou sa vocation est de faire, pas seulement de parler, de s'exprimer, de laisser venir. Voilà. Donc c'est un avertissement à tous les candidats. Et c'est sans doute un engagement de celui que vous soutenez, Emmanuel Macron. On va parler de la campagne présidentielle maintenant, François Bayrou, avec Jean-Francis Pécresse, le directeur de la rédaction de Radio Classique, qui nous rejoint. Bonsoir Jean-Francis. Bonsoir Michel, bonsoir François Bayrou. Alors est-ce que cette campagne présidentielle qui exacerbe le ras-le-bol des Français, est-ce qu'elle est dangereuse? Est-ce qu'en d'autres termes, elle peut déboucher sur un accident démocratique, une élection de Marine Le Pen? Toute élection peut déboucher sur un résultat qu'on n'attend pas et que pour certains on ne souhaite pas. C'est pas ça la question. Mais pour moi, voyez, alors que beaucoup de voix disent « mais cette élection, c'est pas normal, on découvre des choses », moi je trouve cette élection, ou cette campagne électorale, absolument révélatrice. De quoi? Ce qui est en train d'apparaître sous nos yeux, c'est le caractère décomposé de la vie politique française. Et plus spécialement, le caractère décomposé des deux partis qui exercent ensemble, ou alternativement, le monopole du pouvoir depuis 50 ans. C'est parce que nous avons ces pratiques que nous avons sous les yeux toutes ces dérives. Mais il y a eu des alternances, oui, vous avez appelé vous-même l'alternance de vos vœux. Laissez-moi aller un peu plus loin pour qu'on comprenne les choses. Dans une démocratie normale, pourquoi ces pratiques sont-elles impossibles? Elles sont impossibles parce qu'il y a une surveillance, une régulation, un contrôle et un équilibre. Vous reconnaîtrez la formule britannique check and balance. Un contrôle et un équilibre qui empêchent les pratiques inacceptables d'avoir lieu. Mais si vous n'avez pas ce pluralisme qui fait que vous avez des gens qui portent les yeux sur ce qui se passe, si vous n'avez pas cela, alors les mauvaises pratiques prospèrent. Et le fait qu'il n'y ait que deux partis entraîne un phénomène que vous connaissez bien, qui est je te tiens, tu me tiens par la barbichette. C'est-à-dire, je sais ce que tu fais, mais comme je fais la même chose, on ne va pas se chercher des poux dans la tête. On va s'épargner les uns les autres. Et c'est ceci qui, à mon avis, pose le problème démocratique principal dans lequel nous sommes. Est-ce que c'est juste une crise de la représentation, une crise des seuls partis politiques, ou est-ce que ça va un peu au-delà de ça? Dans Les Échos ce matin, dans le cahier spécial que Les Échos consacrent à l'audit de la France, Cécile Cornudet parle de la politique comme d'un grand corps malade. Est-ce que ce n'est pas une remise en cause d'une vieille manière de faire de la politique, au fond, qui est... C'est une remise en cause fondamentale des facilités dans lesquelles la politique française s'est enfermée depuis des années volontairement. Parce que c'est pas devant vous que je vais rappeler qu'il y avait des gens qui plaidaient contre la dette, qu'il y avait des gens qui plaidaient pour le pluralisme, qu'il y avait des gens qui plaidaient pour la moralisation de la vie publique. Et sur tous ces sujets, vous me l'accorderez, j'ai pris, en tout cas moi, les risques les plus importants. Parce que je ne pouvais pas accepter qu'on laisse dériver les choses comme elles dérivent. Je ne pouvais pas accepter les affaires, je ne pouvais pas accepter les décisions prises derrière le rideau. Mais quel risque est-ce que vous avez pris? Des risques politiques ou bien des risques quand vous vous êtes attaqué à certaines affaires, entre guillemets? Politique, non, je n'ai pas été menacé d'assassinat. Ceci viendra peut-être, mais vous savez bien que les choix que j'ai faits ont fait que les deux partis principaux ont eu le monopole des sièges et qu'ils ont tout fait pour essayer de faire disparaître le centre de la vie le centre indépendant de la vie politique française, le centre libre de la vie politique française. Et voilà qu'aujourd'hui, par un retournement des choses,
juste retour monsieur des choses d'ici-bas, comme il est dit dans la littérature classique, par un retournement des choses. Voilà que le centre est de nouveau le lieu rayonnant de la vie politique française. Est-ce que quand même, quand vous entendez François Fillon de manière très prosaïque mettre en cause l'existence d'un cabinet noir à l'Élysée, ou en tout cas d'un système de remontée d'informations, des affaires, d'une forme d'organisation ou d'instrumentalisation de la justice à des fins politiques, est-ce qu'il a totalement tort? Moi, Est-ce que vous le désapprouvez? Est-ce que les torts sont d'un seul côté? Moi qui ai un peu de mémoire, des cabinets noirs, j'en ai vu. Ah bon? Racontez-nous ça. Et j'en ai vu à d'autres époques, dans les décennies passées de la vie politique française. Et je n'ai pas du tout le sentiment, feuilleter les livres... Ah non, dites-nous. On a en face de nous quelqu'un avec des souvenirs précis. Feuilleter les livres d'histoire récentes. Pour moi, après, avant, oui, il y a eu évidemment une instrumentalisation. Je n'ai pas le sentiment qu'aujourd'hui, on soit dans cette situation-là. En tous les cas. Ce qui est frappant pour moi, c'est que ce complotisme-là, c'est deux choses. Premièrement, c'est un enfermement. C'est fait pour que vos troupes soient le plus mobilisées et le plus poussées dans les flambées de la passion. Et ça n'est pas une bonne chose. Et deuxièmement, c'est toujours le même réflexe. C'est pas ma faute, c'est la faute des autres. C'est-à-dire, si vous prenez l'ensemble des pratiques qui sont dévoilées, aucune d'entre elles ne vient de l'extérieur. Attendez, arrêtons-nous sur ce sujet. Aucun de ces faits n'a été commandé ou provoqué de l'extérieur. Ce que on reprocherait, si c'était vrai, c'est un dévoilement. Mais un dévoilement de choses qui ne sont pas contestées. Et donc, moi, je pense qu'il faut rompre avec... Mais les écoutes, c'est pas exemple, de ma faute, c'est la faute des autres. C'est pas normal, les écoutes. Mais il n'y a pas... Il y a un livre dont François Fillon lui-même a fait état, qui est un livre écrit par des journalistes du Canard enchaîné, qui est très bien informé et qui révèle en particulier un système qui est piloté par la DCRI, d'écoute de personnalités politiques, entre autres. Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes écouté, par exemple? D'abord, si je suis écouté... Marine Le Pen aussi dit qu'elle... Si je suis écouté, je m'en fiche. Vous pouvez comprendre ça? Non. C'est-à-dire... on ne comprendra pas votre indignation. Le manque d'indignation, là. La vie privée, quand même, attendez, c'est quand même une atteinte à la vie privée. Deuxièmement, je ne crois pas l'être. Et troisièmement, on ne peut être écouté en France que sur ordre d'un magistrat. Et si quelqu'un manque à cette obligation... Vous savez bien que c'est pas vrai. Attendez, vous êtes un journaliste, vous affirmez que ce n'est pas vrai. Non, mais moi, qui suis un responsable public, vous allez m'apporter des preuves, ça m'intéresse. Moi qui suis un responsable public, je dis qu'il n'y a d'écoute légale en France que d'écoute par un magistrat. Mais enfin... Décidé par un magistrat. Alors vous êtes dans... vous avez l'impression que vous êtes dans le monde des bisounours, là. Vous savez bien que c'est pas vrai. Écoutez, excusez-moi, je suis un républicain qui croit que la République a des lois. Mais... Si vous pensez, vous devez titrer à la une des Échos demain, c'est votre journal et c'est votre responsabilité. Je fais référence à un livre. Alors le livre. Non, vous affirmez ici... Non, arrêtons-nous. Vous venez de dire, mais Monsieur Bayrou... Je vous pose une question. Non, vous ne me posez pas une question. Vous faites une affirmation. Vous dites, Monsieur Bayrou, c'est le monde des bisounours, vous croyez que... Moi, je crois qu'en France, la loi est respectée. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse brancher des écoutes sans la décision d'un magistrat, d'un juge d'instruction, dans des affaires données parce qu'on soupçonne un certain nombre de choses. Si vous pensez le contraire, vous avez le devoir de l'écrire à la une des Échos. On va guetter le journal demain, en tous les cas. Non, mais attendez, c'est des choses j'ai parfaitement compris. Vous comprenez ce qui se passe. Essayons de saisir. On vit dans ce pays... Je ne l'ai pas lu, je ne sais pas. On vit dans ce pays par insinuation.
C'est-à-dire, et quand les journalistes ce sont pas des journaux les plus sérieux, ce sont des choses écrites. Quand les journalistes des journaux les plus sérieux reprennent ces insinuations, c'est pas des insinuations. Moi, je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark. Alors, écoutez, on parle de ce livre, on n'a même pas cité le titre. Shakespeare. Bienvenue Place Beauvau. Bienvenue Place Beauvau, un livre qui inspire d'ailleurs plusieurs ténors proches de François Fillon, qui demande aujourd'hui l'ouverture d'une information judiciaire. Vous avez vu cela. François Bayrou, vous allez nous dire ce que vous en pensez. On écoute François Bayrou qui envisage même, lui, une commission d'enquête parlementaire. François Barouin. Je pense que la justice doit avoir à connaître de ce qu'il y a dans ce livre. Et je pense même que sur certains sujets, on serait fondé à imaginer que la représentation nationale, dans le début de la législature, se pose la question à travers une commission d'enquête parlementaire. C'est difficile à l'heure actuelle de le faire puisque nous sommes en séance suspendue. Mais il y a suffisamment de points d'interrogation qui, par le passé, ont justifié que le parquet fasse mouvement, ont justifié que le Parlement fasse mouvement. Qu'est-ce que vous pensez de cette demande donc, de 5 proches de François Fillon qui demandent effectivement une ouverture d'une information judiciaire? Il y a deux choses. Il demande l'ouverture d'une information judiciaire. On va voir si le parquet se saisit ou pas. S'il y a quelque chose de sérieux, le parquet doit se saisir. Et on doit aller au bout des investigations. Mais ça n'est pas fait pour qu'il y ait une enquête. C'est fait pour accréditer l'idée qu'il existe une manœuvre. C'est un argument de campagne électorale. Quant à mettre en place, au moment de la prochaine législature, une commission d'enquête sur ces allégations ou sur d'autres, d'accord. Pour moi, c'est très simple. Je me suis toujours battu pour la transparence et l'honnêteté dans la politique. Je me suis battu contre les affaires. Et dans des lieux où je suis sûr, parce que désormais la justice est saisie, qu'il y a eu des escroqueries, des complicités, enfin, toutes ces affaires-là. Est-ce que vous avez envie de vous battre aussi contre le tribunal médiatique, par exemple? C'est l'expression qu'a utilisée Nicolas Sarkozy la semaine dernière devant des avocats. Alors. Mais moi, je dis une chose avec certitude. S'il n'y avait pas eu une presse libre, les affaires auxquelles je faisais allusion à l'instant ne seraient jamais sorties. Jamais. Celles que nous découvrons et les précédentes, parce que Dieu sait qu'il y a eu des affaires. C'est la presse libre qui les a faites sortir. Et c'est pourquoi je dis, vous avez une responsabilité. Et donc vous admettez que la République n'est parfois pas aussi irréprochable, aussi légale que vous le pensez parfois. Et non. Pendant ce temps-là... Non. Allons au bout des idées. Ne nous arrêtons pas à des... On a l'impression que quand ça vous arrange, elle est irréprochable. Non, ne nous arrêtons pas à des formules de cet ordre. Je viens d'écrire un livre qui traite largement de ce sujet. Et je dis que pour défendre la République, il y a deux choses. Il y a la liberté de la presse et l'indépendance de la justice. Dernière minute, Jean-François. Et l'indépendance de la justice, excusez-moi de dire, on vient de voir un ministre de l'Intérieur qui vient de sauter parce que la presse a révélé un certain nombre de choses sur ses pratiques. Est-ce que vous vous souvenez d'un temps où le ministre de l'Intérieur est sauté comme ça sur affirmation de la presse? Moi, j'en connais pas. Donc c'est le gouvernement de la vertu qui exécute non, mais c'est très bien. Qui sont responsables d'un faux pas. C'est très bien. Quand il y a des désordres et des dérives, liberté de la presse et indépendance de la justice forment un ensemble, un couple qui permet de défendre nos principes les plus précieux. Et c'est pourquoi je me battrai toujours pour la liberté de la presse et toujours pour l'indépendance de la justice. François Bayrou, un mot peut-être sur le fond de cette campagne électorale et du programme du candidat que vous soutenez, Emmanuel Macron, dont vous êtes même allié, enfin partenaire. 35 milliards d'euros de dépenses nouvelles qui ne sont pas financées, c'est ce qu'affirme un institut de conjoncture, c'est au Rexecode. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet quand même d'une forme de légèreté budgétaire dans le bouclage? Non, je suis inquiet projet Macron. Je pense que toujours les campagnes électorales sont propices aux promesses non financées. Ouais. Par exemple, chez François Fillon. Mais pas chez Emmanuel Macron chez Emmanuel Macron, j'ai demandé des explications et je les ai eues. Si ça vous intéresse, je vais vous le dire. Ouais. Mais chez François Fillon, par exemple... oui, moi je vous interroge sur Emmanuel Macron. Non, mais moi je réponds parce que... D'accord, non mais moi n'est-ce pas, vous voyez bien un certain nombre de soutiens de François Fillon
affichés, un certain nombre de soutiens affichés de François Fillon, essaient de dire que Macron, ça n'est pas financé. Oui. Je vais vous montrer en un exemple à quel point le programme tel que je l'ai lu de François Fillon est loin de tout mais c'est équilibre. pas parce que Fillon ne serait pas équilibré que ça répondrait à ma question sur... Mais je vais est-ce que vous le répondre programme- après, est-ce que- mais Ah je oui, mais veux alors, donner un exemple. Peut-être ça vous Il va embête, falloir- Monsieur Pécresse. Michel, mais- Non, il va falloir répondre Je- brièvement sur deux je programmes, vais- donc là, je ça vais va prendre essayer du temps. de Alors, répondre. François Fillon dit « Je vais supprimer 500 000 postes de fonctionnaires et ça va faire 19 milliards d'économies. » C'est ça qu'il dit. Je vous rappelle que ça fait 19 milliards d'économies si on porte à 39 heures le temps de travail des fonctionnaires et si on ne les paie pas Oui, du tout. d'accord. Deuxièmement, supprimer 500 000 postes, ça veut dire qu'on ne remplace pas les départs à la retraite. Mais comme dans le même temps, il dit « je repousserai l'âge du départ à la retraite à 65 ans », alors j'ai le regret d'annoncer qu'il ne peut pas y avoir 500 000 suppressions de postes, sauf à faire des licenciements, parce qu'il n'y aura plus de départ à la retraite en nombre suffisant. Et vous voyez à quel point, en prenant le microscope pour regarder les difficultés des autres, on oublie les incroyables inexactitudes qu'il y a dans le programme qu'on veut d'accord, défendre. d'un mot sur 35 Emmanuel milliards, Macron. Vous 35 dites, milliards, ouais. moi je prétends que les financements sont prévus et assurés à une condition, c'est que les économies soient faites. D'accord, voilà. En tous les cas, avec ces C'est-à-dire- codes que cite Jean-Francis estime que si Emmanuel Macron est élu, on restera au-dessus des 3% de déficit pendant Eh bien, tout le quinquennat. Très au-dessus. C'est Très au-dessus, ça c'est doit vous le inquiéter, vous seul alarmer. candidat qui ait pris l'engagement de respecter la barre des 3%. Ah. Le seul. François Fillon a dit 4,8% la première année. Et avec ces codes, et dit dans- 4,9% en 2018 avec Eh le bien, projet Macron. moi, en tout cas, je suis engagé pour qu'on respecte nos engagements. Quant à Rexecode, M. Pisani-Ferry, qui n'est pas la moitié d'un économiste, Oui, bon. a fait une réponse argumentée. Voilà, il y a une que je vous querelle conseille de d'experts. lire. Merci beaucoup, Merci. Jean-Francis. Alors, question à suivre avec Déborah Claude de l'AFP qui arrive. L'épreuve de vérité avec l'AFP. Votre question à François Bayrou. Bonsoir, Monsieur Bayrou. Alors, est-ce que Emmanuel... Tombez pas de votre Non, fauteuil. non, j'arrive, parce que j'attendais, comme vous avez été un peu long dans la première partie, vous avez déjà défloré la deuxième. Oui, donc là, on va écouter Bruno Retailleau, mais la question, c'est est-ce que Emmanuel Macron est le fils héritier, le dauphin de François Hollande, pour qui vous avez d'ailleurs appelé à voter en 2012 ? J'espère que non. Vous n'êtes pas Et, sûr. et je suis sûr que Emmanuel Macron a fait quelque chose qu'aucun des autres n'a fait. Il est sorti du gouvernement pour rompre avec la pratique antérieure. Donc vous êtes sûr qu'il n'est pas le dauphin, pour être bien clair. Oui, la preuve en a été apportée par le fait qu'il est sorti du gouvernement. Personne d'autre, dans des circonstances comme celle-là, étant ministre de l'économie assez jeune, à l'âge de Giscard pour simplifier, personne d'autre n'a fait ce choix de rompre avec l'équipe à laquelle il appartenait, avec le président de la République dont il avait été le collaborateur, pour dire non, je ne peux plus, accepter ça. Alors, il a inspiré la politique économique du gouvernement, je l'ai moi-même dit et répété. Je vais prendre un exemple, c'est lui qui a fait le CICE, ou qui a suggéré le CICE. Les entreprises ne s'en plaignent pas du CICE, mais moi, quand il a décidé le CICE, j'ai dit ça va être une usine à gaz, il devrait procéder par baisse de charges. Ah bah c'est ce qu'il a opté. Pourquoi il a opté. Bon. Or, le programme qui est le sien aujourd'hui, c'est précisément de passer par des baisses de charges. On va donc écouter Bruno Retailleau, très proche de François Fillon, évidemment. Et c'était hier soir à Nantes. On l'écoute et vous réagissez. Il y a le dauphin, le fils héritier, de qui voudrais-je parler? Vous l'avez compris. Vous avez Monsieur Macron. Emmanuel Macron, c'est comme François Hollande. Il est de gauche, bien sûr. Il va reconstituer dans quelques jours l'ensemble du gouvernement avec les ministres, bien sûr, de François Hollande. Et quand, je vais vous faire une toute petite confidence, parce qu'on est entre nous, si je comprends bien. Une toute petite confidence. Quand j'ai appris
qu'un ralliement absolument sidérant, spectaculaire, se produisait il y a quelques semaines, alors que mes amis en étaient tout ébahis. Que ce ralliement, c'était celui de M. Bayrou pour M. Macron. Je me suis dit, ceux qui s'étonnent, ce sont des gogos, puisque M. Bayrou avait déjà, en 2012, choisi M. Hollande, et c'est donc parfaitement logique, il est logique avec lui-même, qu'il choisisse en 2017, bien sûr, Emmanuel Macron. Et donc, tout ça est en effet parfaitement logique. Je vous rappelle que j'ai proposé une alliance entre la droite républicaine et le centre indépendant avec Alain Juppé, et que M. Retailleau et quelques autres ont fait de ce sujet le sujet de la primaire, en disant nous refusons qu'il y ait une telle alliance. Et donc, rien n'est plus logique que de réaliser ce rassemblement autour de l'idée d'un centre indépendant. Et pourquoi M. Retailleau est-il embêté, et quelques autres aussi? Parce que ça va mettre le point final à un système avec lequel nous vivons depuis 50 ans, qui est pouvoir du PS ou pouvoir du RPR devenu UMP, devenu LR. C'est ça qu'il voulait instaurer comme loi universelle. Votre tour est sifflé aussi bien dans les meetings de M. Fillon que dans ceux de M. Sarkozy. J'ai l'habitude d'être sifflé. Il se trouve qu'en effet, je suis un homme politique engagé, un responsable engagé qui, depuis le début de sa carrière, essaie d'arracher le pouvoir à ces deux partis. Alors ça embête M. Retailleau, ça embête peut-être un certain nombre d'autres, mais moi, je considère qu'ils ont conduit la France dans l'impasse la plus grave qu'on pouvait trouver. Et que les 5 années de François Hollande n'ont pas été brillantes, mais que les 5 années précédentes de M. Sarkozy étaient également condamnables. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi l'alternance en 2012 et je choisis l'alternance en 2017. Et vous êtes prêt à travailler avec Jean-Yves Le Drian, avec des poids lourds du gouvernement, avec toute une série de politiques qui incarnent moins le renouvellement qu'Emmanuel Macron. Vous savez bien que ce sont des sensibilités proches. Vous savez bien que depuis... Quelle différence substantielle y a-t-il entre M. Le Drian et M. Juppé? Quelle différence? Ils ont exercé des responsabilités semblables, avec la même idée du devoir, de la vocation de la France. Eh bien, moi, je trouve qu'il est logique qu'un jour, ces sensibilités se rapprochent. Je prétends qu'il n'y a qu'une majorité sérieuse en France, une majorité cohérente. C'est ce que j'ai appelé l'arc central. Il n'y a plus de majorité à droite. Vous voyez bien que les propos de M. Retailleau, de M. Wauquiez, d'un certain nombre d'autres, sont des propos que le Front National entend sans protester. Et ils ont des thèmes qui sont des thèmes absolument semblables. Et de la même manière, il y a une partie de la droite républicaine qui n'est pas sur cette ligne. Elle s'était regroupée autour de Juppé au moment de la primaire. Elle n'est pas sur cette ligne. Donc vous êtes prêt à travailler avec Jean-Baptiste Lemoyne, Jean-Yves Le Drian, pour recomposer la vie? Je crois qu'il y a 10 ministres de Jacques Chirac, peut-être 11, ou 12, qui soutiennent Macron aujourd'hui. Ils n'ont pas renié. Même d'anciens de Nicolas Sarkozy, comme Michel Mercier. Ils n'ont pas renié leurs convictions. Demain, Dominique de Villepin, ce sera une belle prise pour Emmanuel Macron. C'est pas des prises. Tout ça se fait au terme de réflexion, de débat de conscience, d'hommes et de femmes qui sont devant une situation qui est une situation pour eux insupportable et ingérable, et qui disent il faut en sortir. Moi, je suis solidaire avec tous ceux qui, constatant la décomposition de la vie politique du pays, disent il faut en sortir. Je le dis depuis plus longtemps qu'eux. J'accepte. L'ancien Premier ministre. Je trouve qu'il y a 15 ans qu'on voit se préparer ce phénomène de décomposition, avancer la décomposition. Il est temps d'arracher le pouvoir à ces deux organismes politiques, le PS et LR, qui sont des organismes politiques usés, dont les pratiques, les méthodes, le sectarisme empêchent
que la France avance. Et c'est la raison pour laquelle je suis très content de ce choix. Alors, Et vous êtes prêt aussi à travailler avec l'ancien Premier ministre Manuel Valls, que vous avez vu récemment? On va voir ce qu'il dit, les choix qu'il fait. Mais, excusez-moi, ça ne me gêne pas de dire que c'est quelqu'un que j'estime. Je trouve que la vie politique française, je l'ai écrit aussi dans ce livre, oui. La vie politique française manque de l'expression de cette estime-là. Je peux être en désaccord avec quelqu'un et avoir de l'estime pour lui. J'ai été en désaccord assez souvent avec Manuel Valls. Il se trouve cependant que j'ai de l'estime pour lui. Mais par exemple, on dit que Emmanuel Macron, peut-être lui-même, lui demande de ne pas le rejoindre pour l'instant. Vous avez des informations là-dessus? Alors, Qu'en est-il? moi, je crois qu'il y a une chose extrêmement importante. Oui. C'est qu'on évite toute ambiguïté que monsieur, tout à l'heure, le défenseur de M. Fillon, maniait avec dextérité. Il y a deux attitudes. Il y a le soutien, et le soutien, il est légitime qu'il soit large. Et puis, il y a l'exercice des responsabilités. Et l'exercice des responsabilités doit être cohérent et porter le renouveau. L'équipe gouvernementale, par hypothèse, si Emmanuel Macron est élu, doit être une équipe absolument renouvelée, avec des visages, Donc vous ne serez pas des dedans, méthodes et des pratiques nouvelles. Sans vous? Et donc, excusez-moi, je ne suis pas membre du gouvernement sortant. Non, mais Je ne suis pas membre du gouvernement précédent. Je ne suis même pas membre du gouvernement anté-précédent. Il se trouve que j'ai quitté cette pratique, que je m'y suis opposé depuis, en effet, un temps assez long. Donc vous 15 revenez ans au moins. en capacité d'exercer des responsabilités, si je vous suis Non, bien. Vous ne le dites pas comme ça. Je vais vous surprendre. Oui, surprenez-nous. Je n'ai jamais parlé de ce sujet avec Emmanuel Macron. Vous parlez de quoi, alors, avec M. Macron? Ça vous embouche un coin. Je suis Hein, extrêmement... Vous parlez du CICE. Je suis absolument stupéfié. Ça vous embouche un coin. Je n'ai jamais abordé ce sujet pour une raison extrêmement précise, ou deux plutôt. La première, c'est que je trouve complètement stupide et vain d'avoir une conversation sur les responsabilités ultérieures alors qu'on n'est pas élu. Il a quand même dit que le MoDem serait dans la majorité. Oui, non, c'est pas la même chose. Là, on parlait des responsabilités gouvernementales. Oui, le MoDem sera dans la majorité, bien sûr, à part entière, et comme un mouvement autonome. C'est ça un des éléments de notre alliance, outre les 4 exigences que j'avais formulées. Premièrement. Et deuxièmement, j'en ai pas parlé parce que c'est la responsabilité personnelle du président de la République. D'accord. Déborah, vous posez une question justement. Alors, de quoi parlez-vous? Oui, de quoi parlez-vous avec Emmanuel Macron? Du CICE, visiblement, puisque vous l'avez convaincu de changer. Je ne l'ai pas un petit convaincu. peu. Il avait était pris cette convaincu. option avant que nous ne fassions cette Alors, en alliance. quoi consistent vos échanges? J'ai cru comprendre que vous l'aviez assez régulièrement. On parle de la pluie, du beau temps, de la législatives. littérature, de la philosophie, des journalistes, de l'économie, de la culture. Bref, ça ne vous regarde pas. Voilà. Très bien. J'ai dit, c'est une manière moins littéraire de vous dire Mais que vous entendez pas les avec lui. conversations privées sont privées. Eh bien, écoutez, Parce que vous l'avez critiqué très ça fortement. n'était quand pas même. garanti à l'avance. Parce que, comme vous le rappelez, nous avions eu des échanges un peu virils. Mais vous sentez qu'il a l'étoffe, Un l'expérience peu pour viril. être président? Et en tout cas, ce que j'ai observé, oui, en effet, depuis la pratique de cette alliance, c'est que c'était quelqu'un pour qui l'intérêt général était très important. C'était quelqu'un pour qui la réflexion sur la pratique du pouvoir cheminait et était très importante. Et c'est quelqu'un avec qui on peut avoir des échanges. Voilà. Ça, c'est mon témoignage personnel. Et sur son étoffe présidentielle? Alors, vous faites toujours allusion à sa jeunesse. Son âge. Ouais. Je vais vous dire, il va être élu à l'âge où John Législatif. Kennedy a été élu, à 2 ans ou Oui. 3 ans près. Bon, ça... Et John Kennedy a été élu à 43 ans, lui va être élu à 40 ans, et 43 ans au début des années 60, c'est plus jeune que 40 ans aujourd'hui. Et donc, c'est à peu près similaire. J'étais en train de lire
de lire un roman sur les débuts de Kennedy et on lui faisait les mêmes reproches exactement. Donc voilà, il y a des moments dans l'histoire des peuples où les choses sont tellement décomposées qu'on a besoin de jeunesse. Vous lui faites confiance pour être président de la République? Autrement, je ne serais pas là. D'accord. En tous les cas, vous dites qu'il sera élu, vous n'avez aucun doute. Je n'ai pas dit il sera élu. Je dis, si, vous l'avez entendu, vous j'ai dites dit sera élu. lorsqu'il sera élu. Lorsqu'il sera. Enfin, il sera élu à l'âge, ça veut dire s'il est élu, il aura l'âge. Hein, merci Déborah. Troisième partie de l'épreuve de vérité maintenant avec Mickaël Zamès de Public Sénat qui nous rejoint. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Michel, bonsoir M. Bayrou. Bonsoir. Vous en avez parlé un tout petit peu tout à l'heure, je voudrais qu'on rentre un peu dans le détail. Vous dites depuis des années vouloir cette victoire de cette majorité centrale. Si Emmanuel Macron gagne l'élection présidentielle... C'est pas que je le dis depuis des années. J'ai pris tous les risques depuis des années pour que se réalise ce projet de la victoire d'une majorité centrale. Alors, si jamais Emmanuel Macron gagne l'élection présidentielle, à quoi ressemblerait cette majorité centrale que vous appelez de vos voeux? C'est une majorité profondément renouvelée dans les visages. Parce que la promesse que porte Emmanuel Macron, c'est une promesse de renouveau. C'est que on sorte de l'usure dans laquelle on est enfermé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une majorité pluraliste. C'est-à-dire qu'on n'aura pas l'illusion d'avoir un seul cap, enfin un seul parti, une seule organisation, une seule idéologie. On aura une majorité qui reconnaîtra... Hétéroclite? Vous employez... Pourquoi hétéroclite? Parce que vous dites plusieurs partis... Écoutez-moi bien, c'est la majorité la plus cohérente qui puisse exister en France. Majorité cohérente de gauche, c'est impossible aujourd'hui. Vous en êtes d'accord? Majorité cohérente de droite, c'est impossible aujourd'hui. C'est pas ce que dit François Fillon. Mais c'est pas parce que François Fillon dit quelque chose que c'est vrai. Hein? En rien. François Fillon est aujourd'hui à 18% dans les sondages. Parfois moins, enfin, mettons 18%. Marine Le Pen est à 25%. Où est la majorité de droite? Où est la cohérence d'une majorité de droite? De quoi on parle? Pour faire une majorité, il faut arriver à plus de 50%. Il faut arriver à plus de 50% de gens qui s'entendent entre eux, qui aient, allez, à des nuances près, les mêmes options fondamentales. Et ce que je constate dans la majorité qu'Emmanuel Macron prépare, ou qui se prépare autour de lui, je constate deux choses. La première, c'est que c'est le seul candidat aujourd'hui qui obtienne des soutiens, des ralliements. Des ralliements, c'est des personnalités. Des personnalités nombreuses. À part la vôtre, il n'y a pas de structure politique. À part la mienne, c'est déjà pas si mal. Et ensuite, il a des personnalités nombreuses, d'expérience. Je crois, c'est 12 ministres de Jacques Chirac. Et vous-même, au début, vous disiez et un certain nombre renouvellement des visages. Donc c'est un peu antagoniste. Non. Dans les soutiens, ça ne gêne pas. D'accord. Dans les soutiens, il est tout à fait normal qu'il y ait des expériences. Mais le renouvellement est nécessaire. Donc une majorité large, j'observe qu'il y a des soutiens nombreux, et j'ajoute que toutes ces personnalités, pour 98% d'entre eux, sont cohérentes entre elles. Je répète qu'entre Jean-Yves Le Drian, d'un côté, et on parlait d'Alain Juppé, ou de tel autre qui a exercé les fonctions de ministre de la Défense ou des responsabilités dans les affaires étrangères, les axes sont les mêmes. Il y a des nuances légères. Avec Manuel Valls, grosso modo, il y a des nuances ou pas avec je vais le dire de la manière la plus simple que je connaisse. Pour avoir une politique économique qui fasse sa part à la liberté et au soutien aux entreprises, et une politique qui revendique un cap de solidarité. Ils sont tous d'accord, ceux qui sont là. Ils ne sont pas d'accord à droite, et ils ne sont pas d'accord à gauche. Mais quand même, le doute demeure quand même. Non, eh bien moi je vous dis, abandonnez le doute. Mais quand même, est-ce qu'il n'y aura pas des combines, genre, qui nous ramènent à la 4e République? Eh bien, je crois exactement le contraire. Parce que cette alliance
qui formera la majorité présidentielle, aura 577 candidats dans les 577 circonscriptions du pays. Il ne faudra pas négocier loi par loi, amendement par amendement, à l'Assemblée comme au Sénat. Je vais prendre un pari. Je suis persuadé que cette majorité, c'est un pari peut-être personnel, cette majorité-là, elle sera plus large que les autres. Et elle sera à coup sûr plus cohérente que les autres. Elles empêcheront les frondeurs, par exemple. Bien sûr, parce qu'il y aura un cadre, il y aura un contrat, comme dit Emmanuel Macron. Je vais un peu plus loin. Cette majorité-là, elle sera la traduction en une vague de ce que les Français auront exigé en votant pour Emmanuel Macron au mois de mai. Mais moi, je veux savoir sur Manuel Valls. Il doit visiblement annoncer des choses dans les prochains jours. Vous le connaissez, vous l'avez rencontré. Vous l'avez rencontré depuis longtemps. Oui, et vous l'avez rencontré. Est-ce qu'il peut être aujourd'hui l'incarnation du leadership des progressistes de demain? Ça, d'abord, j'aime pas le mot progressiste. Je sais bien qu'Emmanuel Macron l'utilise, je sais bien que Manuel Valls l'utilise. Moi, je ne sais pas ce que progressiste veut dire. Il y a en moi... parlons de la majorité de demain. Il y a en moi autant de progressisme, entre guillemets, que de conservateur. Parce que je pense qu'il y a des domaines entiers de la vie dans lesquels il faut transmettre des choses qui existent. L'éducation, par exemple, on transmet une langue qui existe, on transmet des lois mathématiques qui existent. Monsieur Bayrou, sur la question. Et donc, non, mais c'est très très important. Donc, permettez-moi d'avoir mon propre vocabulaire. Alors, je vais employer mon propre vocabulaire. Ce que je crois, moi, c'est qu'il y a en effet un grand courant réformiste en France. Grand courant qui pense que le pays doit, pour faire face aux exigences du temps, choisir la voie de la réforme progressive. On identifie un problème, on règle le problème en se fixant comme règle qu'on n'organise pas la fracture de la société française. C'est ça le réformisme. Entre ceux qui se prétendent révolutionnaires. Non, je parle d'Emmanuel Macron et de la proposition que nous faisons. Après, tout le monde se situe par rapport à cette vocation réformiste-là. Après, pour le reste, il y a du passé, Alors vous dites avec Manuel Valls et Emmanuel Macron, du passé, faisons table rase? Oui, moi je suis plutôt pour rassembler. Mais je reconnais qu'il faut parfois user de persuasion au travers du temps pour persuader les gens de se rassembler. Il n'y aura pas d'accord avec les états-majors, a dit aujourd'hui même Emmanuel Macron, sauf avec le MoDem? Oui. Sauf avec le MoDem? Oui. D'accord. C'est-à-dire, il y aura l'état-major du mouvement que constitue Emmanuel Macron, En Marche, et il y aura le MoDem, et les deux vont rechercher une majorité présidentielle cohérente et pluraliste. Donc vous serez vraiment le pivot? Non, non, vous voulez pas. Bon. Vous comprenez? C'est trop fort. Non, ce sont des expressions qui laissent à penser qu'on parle de son propre intérêt. Je ne parle pas de mon propre intérêt. Je fais tout ce que je peux pour trouver les conditions pour que l'avenir ressemble à ce que je crois, mais je ne suis pas dans cette idée d'avoir la main... D'accord. On va écouter Benoît Hamon qui se dresse, lui, contre la coalition de tous ceux, dit-il, qui ne veulent pas lâcher le pouvoir et qu'on retrouve aujourd'hui autour d'Emmanuel Macron. J'ai l'impression que tous ceux qui ont gouverné un jour, finalement, aujourd'hui, se retrouvent autour de M. Macron, tous ceux qui veulent gouverner encore. Je crois qu'il y a en France aujourd'hui des femmes et des hommes qui ne veulent pas passer le témoin, qui ne veulent pas se tourner vers l'horizon, qui ne comprennent pas ce qui se passe en France, les transformations que nous connaissons. Je pense qu'une partie, des dirigeants qui viennent de droite et de gauche, qui se retrouvent autour d'Emmanuel Macron, demandent quoi? Donnez-nous 50 plus. Donnez-nous 50 plus au chaud. Eh bien moi, je considère aujourd'hui qu'il est temps de tourner cette page-là. Il est rigolo, monsieur. Il est rigolo, monsieur Hamon. N'est-ce pas? D'abord, il est plus âgé que Macron. Donc quand il dit il y a des gens qui s'accrochent, bon. Deuxièmement, il a été au gouvernement. S'il en est sorti, c'est parce qu'il a été viré. Et troisièmement, le parti au pouvoir depuis 5 ans, le Parti socialiste, depuis 5 ans, depuis 15 ans, depuis 1981, c'est le Parti socialiste, c'est son parti. C'est à l'intérieur de son parti que le rêve, qui s'éloigne de plus en plus, serait de conserver le pouvoir. Ce sont des accusations
qui sont profondément décalés par rapport à la réalité, parce que ce qu'amène Emmanuel Macron, c'est précisément la fin du pouvoir du PS, que défend M. Hamon, la fin du pouvoir de l'UMP devenu LR que défend M. Fillon. C'est pour arracher le pouvoir à ces deux appareils épuisés qu'Emmanuel Macron s'est présenté devant le pays, et c'est pour ça qu'il a le succès que nous savons, et c'est pourquoi je suis allié avec lui. Voilà, la démonstration est faite, nous avons tout compris. Nous verrons s'il est fait demain, en cas de victoire de votre candidat, bien sûr, vous donne raison pour la future majorité. Merci Mickaël, merci François Bayrou, à très vite.